retraite. En outre, le coordonnateur de Macky 2012 soutient qu'il y aura toujours des divergences entre le pouvoir et l'opposition parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Écoutons Moustapha Faltier au téléphone de Barthélémy Ngom. C'est une bonne chose, je suis très d'accord. Vivement cette rencontre, je souhaite qu'on se retrouve, qu'il retrouve le président et qu'il discute sur les problèmes d'intérêt national et qu'il trouve même un consensus pour faire avancer les choses. Je suis parfaitement d'accord sur ça. L'opposition récuse Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l'Intérieur, dans le cadre de l'organisation des élections. Pensez-vous que Macky Sall va accéder à cette demande? Non, aucun chef d'État n'a accédé à cette demande. Nous-mêmes, nous exigeons des ministres de l'Intérieur. Même Ousmane Ngom, le dernier ministre de l'Intérieur d'Abdoulaye Wade, on l'avait refusé. Abdoulaye Wade a refusé et vous voyez que Ousmane Ngom a organisé des élections que personne n'a contestées et qui a renversé même son mentor Abdoulaye Wade. Dans tous les pays du monde, même dans les grandes démocraties, le ministère de l'Intérieur gère ça, ça fait partie des compétences du ministère de l'Intérieur. Si le ministre de l'Intérieur verse dans des trucs partisans, mais là, il en est responsable de tout ce qui pourra arriver. Est-ce que ces concertations pourront dissiper les nuages entre le pouvoir et l'opposition? Ça peut atténuer beaucoup de choses, mais que ce caractère, ce qui caractérise actuellement les rapports entre opposants et hommes du pouvoir, ça relève de personnes. C'est une question de personnes et non une question de principe ou de situation. Il y a des personnes dédicaces, tant du côté de l'opposition que du côté du pouvoir. Moustapha Faltier. Ce ne sont pas les Sénégalais qui ont élu le président de la République, mais plutôt la France. Propos d'Ahmed Khalifa Niasse, le marabout et homme politique, était l'invité de RFM Matin aujourd'hui. Il a insisté sur la manière, selon lui, dont les Occidentaux tirent les ficelles dans le fonctionnement de notre démocratie ou de notre pays. Vous entendrez Ahmed Khalifa Niasse dans l'édition de 13h. Il est 12h05, vous suivez le grand journal. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Campagne de commercialisation de l'arachide. Les opérateurs privés stockeurs saluent les différentes décisions annoncées par l'État. Cependant, les OPS veulent que leurs dettes soient réglées avant le 20 décembre prochain. Sinon, il leur sera impossible d'assurer une bonne campagne. Le président des opérateurs privés stockeurs, Modou Fall, explique tout cela à Barthélémy Ngom. Nous sommes des opérateurs privés. On va lever des fonds à la banque. Cette année-ci, avant d'aller au campagne, il faut apurer cette dette. Naturellement, si on n'a pas cette dette, on ne peut pas lever une autre dette. Donc c'est pour ça que si on ne paye pas, ça va nous créer beaucoup de difficultés financièrement pour aller à la campagne. C'est un bon prix parce que tous les producteurs applaudissent parce que l'année dernière, on a acheté à 200 francs. Et comme vous le savez, sur le marché mondial, le prix a baissé. Naturellement, l'État devait garder le prix de l'année dernière ou bien baisser le prix, mais l'État a augmenté encore. Donc vraiment, c'est une très bonne décision que l'État a prise. Les semences à bonne date, donc ça aussi, si c'est le cas, ce sera une très bonne chose. On est dans les bonnes dispositions, mais il faut que l'État aussi respecte les délais de paiement. C'est important. La campagne de commercialisation de l'arachide sera ouverte officiellement le jeudi 1er décembre et le prix du kilogramme est fixé à 210 francs CFA. Les rendements ne sont pas bons dans bon nombre de villages de la commune de Ndiaganiao. C'est le maire de cette localité du département de Mbour qui l'a relevé et créé une longue période de soudure. Ganagny pense qu'il y a des interventions à faire quand la situation sera déterminée. Correspondance Abdou Diouf Junior. On va vers une période de soudure. C'est une situation qui inquiète le maire de Ndiaganiao. On n'a pas fait le bilan de la campagne pour voir où est-ce que c'est trop alarmant, pour voir quelles sont les interventions à faire. Les mauvaises récoltes concernent surtout des villages situés au nord de la commune. Ganagny craint pour eux une période de soudure. Toutes les zones qui sont mal arrosées où la répartition des pluies n'est bien, avant l'hivernage prochain, il y aura carrément des zones de soudure. Ces rendements médiocres sont liés à l'arrêt prématuré des pluies. Il leur faudra du soutien. On lance, on appelle toujours pour que l'État soit auprès des populations pour soulager les populations. Le système classique de l'agriculture familiale doit être revu selon le Dr Abdoulaye Dieng, directeur de l'ENSA, École nationale supérieure d'agriculture de Thiès. Dans l'agriculture familiale, on garde soi-même ses propres semences.
Pour certains types d'espèces de plantes, si on vous donne des semences certifiées et que vous utilisez, vous réutilisez la production chaque année, qu'est-ce qui va se passer à un certain moment? Il va y avoir une érosion génétique qui va faire en sorte que la semence qui était sélectionnée au départ, vous ne l'avez plus. Il conseille aux paysans de faire confiance aux professionnels des semences. Le producteur de semences est un dispositif indispensable dans le processus pour permettre justement à chaque fois de renouveler, si c'est nécessaire, la base de la semence. C'est peut-être la première chose pour un producteur de s'adresser à un producteur semencier qui lui livre des semences de qualité. Il y a paradoxalement des agriculteurs de la commune de Ndiaganiao qui s'estiment heureux pour avoir obtenu d'assez bons rendements. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Le débat sur la prolongation de l'âge de la retraite pour le président de la Cour suprême est posé au moment où beaucoup de Sénégalais se lancent dans d'autres activités professionnelles après la retraite à 60 ans. Ils s'offrent un nouveau travail pour s'occuper, certes, mais c'est surtout pour avoir de quoi vivre au lieu de se contenter de modiques pensions de retraite. Un sujet de Mohamed Ali Mouba. Mohamed, la soixantaine, pourtant encore actif et suilleux. Ah, mais parfois il faut que je sorte pour aller chercher du boulot encore. Si j'en trouve, je prends parce que je suis marié, père de famille. C'est que pour lui, la retraite c'est une étape de la vie. On s'arrête pour mieux repartir. Parce que ça ne va pas du tout. À la retraite, on touche mal. D'ailleurs, pour en venir à ce que vous dites tout de suite, on nous dit qu'on va commencer à nous payer mensuellement. Et nous sommes dans le groupe, on ne sait même pas mensuellement combien on aura. Et je tire les gens par la queue. Mais je me débrouille quand même. Ancien cadre de la gendarmerie, monsieur garde encore la forme de sa vieille jeunesse. Sport, petite course, cérémonie familiale, ainsi va la vie de monsieur. Moi, je suis à la retraite depuis 2012, mais je suis actif en tout cas. Je ne suis pas au lit. Qu'est-ce que vous faites? Je rends grâce à Dieu. Je ne fais rien pour le moment, mais je ne travaille pas, mais en tout cas, je mène ma vie tranquillement. Je suis actif, je ne reste pas sur place. Je ne suis pas sédentaire. Ça dépend de la force physique et mentale. Vieux Noïl fait sienne la théorie. Il n'envisage pas de reposer son frêle corps. Il s'investit dans l'informel. Je ne fais Lamartine, l'autre travail, sainte loi du monde. Le travail, en toute situation, est nécessaire à la dignité de l'individu, au développement de sa personnalité et à la prospérité de son pays, comme le disait l'autre. Mais vous avez l'âge de la retraite, non? Oui, enfin, retraite. Retraite, c'est toujours en fonction de la santé. La retraite au Sénégal, c'est 60 ans, mais certains corps ont la possibilité de rouler jusqu'à 65. Quoi qu'il en soit, beaucoup s'activent au-delà, qui pour accroître les ressources, qui pour ne pas s'ennuyer. 1 milliard de francs CFA, c'est ce que les services fiscaux de Matam ont collecté cette année, un grand bond en avant dicté par l'exploitation de mines dans cette région du Nord. Et pour le moment, les populations attendent la déconcentration des services pour faciliter leur déclaration. Retrouvons à Matam Ali Bandelian. Moins de 10 ans après l'ouverture du service régional des impôts et des domaines, l'assiette fiscale de Matam ne cesse de s'améliorer. De moins de 100 millions en 2012, la région avoisine aujourd'hui 1 milliard de francs CFA. De grands bonds en avant, facilités par la mise en œuvre de plans de recouvrement déroulés dans toutes les communes. À cela s'ajoute également l'apport considérable des sociétés minières en charge de l'exploitation des phosphates de Matam. Abdoulaye Sy est le chef centre de Matam. Oui, au regard de l'évolution des recettes, on peut quand même être satisfait parce que je dis aujourd'hui nous nous acheminons allègrement vers le milliard, ce qui veut dire que nous suivons une progression assez importante qui devrait conduire sous peu que Matam devienne l'une des régions pourvoyeuses de recettes parce que nous sommes déjà une région minière où les activités ont déjà commencé et également il y a d'importants projets d'exploration minière. Je ne doute pas un seul instant que nous nous acheminons vers des lendemains meilleurs. Cela dit, il faut quand même dire que le niveau de déclaration, c'est comme à l'image, je pense qu'en tout cas il y a de la marge, pouvant quand même gagner beaucoup de points, faire adhérer beaucoup plus de contribuables à cette obligation de venir déclarer et ce gain passe nécessairement par des séances de formation. Matam qui vise donc sa place dans la liste des régions pourvoyeuses de recettes certes, mais qui attend toujours la déconcentration des différents services fiscaux conformément à la philosophie qui vise le rapprochement de l'administration aux administrés. Matam, Ali Bandelian, RFM. Santé, le Syntocinon est en rupture. Le médicament utilisé
dans les maternités pour prévenir ou traiter à la fois des problèmes qui peuvent survenir durant ou après l'accouchement. Il est donc essentiel pour la femme et son manque crée beaucoup de difficultés ou beaucoup de risques. Awambaï. Le Syntocinon, introuvable dans les pharmacies. Le médicament est absent des rayons depuis quelque temps. Le médicament injectable est très utilisé dans les maternités pour déclencher ou faciliter le travail, prévenir des hémorragies, éviter une fatigue du fœtus, entre autres indications. À Abbas Ndao, Aaron Diop confirme la rupture. Donc vraiment c'est une rupture que nous avons constatée et j'en ai échangé même avec le médecin-chef de la maternité. Il me dit que c'est un problème et on est en train de voir si on peut en procurer dans l'intérieur du pays, mais au niveau de Dakar, effectivement, la rupture est constatée. Conséquence de la rupture du médicament Syntocinon. Il y a des césariennes qui sont référées dans d'autres structures comme Principal et CTO pour la prise en charge de l'urgence, faute de Syntocinon. Je pense que c'est un produit qui est utilisé au niveau de la maternité pour prévenir les hémorragies et pour une bonne gestion de la césarienne. Selon des gynécologues interrogés, le Syntocinon ne peut pas manquer dans les maternités parce que sa rupture peut créer des risques qui peuvent même mettre en danger la survie de la femme ou de son enfant. Le Syntocinon est par contre disponible au niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement, mais les spécialistes préféreraient utiliser celui vendu dans les officines privées pour des raisons de qualité. Éducation avec ces bons chiffres enregistrés par l'Académie de Ziguinchor. Malgré les nombreux facteurs bloquants, le taux de scolarisation brut est passé de 70 à 116% en quelques années dans l'élémentaire. Mais il y a un hic avec le taux d'achèvement. Écoutons à ce propos l'inspecteur d'Académie de Ziguinchor, Ismaël Diouf, au micro de la Minba. Pour l'éducation des filles à Ziguinchor, ce qu'on a vu pour ce qui est du TVS, c'est un taux, en 2016, on est à 116%. Mais ce qui est remarquable, c'est tout simplement la dynamique. On est passé de 70 à 116 et ce taux brut de scolarisation augmente plus vite que le taux brut de scolarisation total. Autrement dit, la scolarisation des filles est plus rapide que la scolarisation même des garçons et cela fait que la parité se fait en faveur des filles. Ça, c'est valable pour le primaire, c'est valable pour le secondaire. Ce n'est que, c'est valable pour le moyen, ce n'est qu'au secondaire où on voit que vraiment le taux de scolarisation brute est faible par rapport à celui des garçons et par rapport au total. Et même par-delà le taux de scolarisation brute, le taux d'achèvement également est très favorable par rapport aux filles, c'est-à-dire dans les classes à l'issue de l'étude primaire, on a plus de filles dans les classes de secondaire que de garçons, ce que ça donne le taux d'achèvement. Donc la bataille maintenant c'est général, c'est global. Il se trouve qu'en regardant les différentes zones, dans certains quartiers, il y a toujours des réticences. On voit que la plupart des filles et des petits garçons qu'on rencontre dans la rue aux heures de classe viennent de ces zones. Alors on a dit il faut qu'on fasse une sensibilisation, partage avec les populations pour les aider vraiment à lever les contraintes qu'ils ont pour l'éducation des filles. L'actualité internationale. Georges Dekekap, bonjour. Bonjour Antoine. Le monde du football est en deuil. Une équipe brésilienne a péri dans un accident d'avion. L'avion s'est écrasé en Colombie. Le bilan officiel fait état de 76 morts. Il y a eu 5 survivants. Détouba Ndiaye est au Brésil. Il nous en dit davantage. Ce qui devait être une fête pour une équipe brésilienne de jouer sa première finale sud-américaine, l'équivalent de notre Coupe CAF, s'est transformé en tragédie aérienne. L'appareil qui transportait les membres de l'équipe de football Chapecoense, évoluant en première division brésilienne, qui arrivait de Bolivie avec à son bord 81 passagers, inclus 9 membres d'équipage, s'est écrasé à Cerro Gordo dans la commune de La Unión en Colombie, près de la ville de Medellín, où devait se jouer demain la finale aller. Des personnes à bord, il y avait 48 membres de l'équipe avec 22 joueurs, 21 journalistes et 3 ex-présidents invités d'honneur. Les autorités affirment que 5 personnes ont survécu au crash, 3 joueurs de l'équipe seraient encore en vie et 2 membres de l'équipage. La formation de Chapecoense de la ville de Chapeco de l'état de Santa Catarina au sud du Brésil se rendait à Medellín pour y affronter l'Atlético Nacional à l'occasion de la finale aller de la Copa Sud-Américaine qui devait se jouer demain.
L'équipe est dirigée par Caio Junior qui a entraîné plusieurs grands clubs du pays et avec 2 joueurs de renommée internationale, le capitaine de l'effectif, Kleber Santana, ancien joueur de l'Atlético de Madrid, et Mario Serge de la sélection brésilienne de football. L'appareil de la compagnie Laminha était parti du Brésil et avait fait une escale à Santa Cruz de la Sierra en Bolivie avant de mettre le cap sur Rio Negro en Colombie. Selon le rapport des autorités aéronautiques, l'avion était porté disparu à 1h30 et l'accident a été enregistré à 21h34 heure brésilienne. L'accès au sud du CRA, situé à 50 km de Medellín, n'est possible que par voie terrestre en raison des conditions climatiques. Mali, Ansardine n'épargnait pas les soldats français dans le nord du pays. Le groupe djihadiste Antoine a revendiqué l'attaque d'un véhicule des forces françaises. Ansardine déclare avoir détruit un de ses véhicules Sodakiam. Le groupe djihadiste Ansardine a affirmé avoir détruit un véhicule des forces françaises déployé au nord du pays. Selon le communiqué publié par l'agence mauritanienne de presse, le véhicule a sauté sur un engin explosif placé par Ansardine. Les militaires sont revenus dimanche à Bamba la semaine dernière. Ils avaient été déployés dans une autre localité. La population avait marché contre le retrait de la commune. De retour dans la localité, ces soldats ont été accueillis et applaudis par la foule. À Koulikoro, plus de 400 bâtiments publics et privés vont être concernés par une opération de déguerpissement pour la construction de l'autoroute Bamako-Koulikoro. Les personnes concernées ont 72 heures pour quitter la voie publique. Concernant Gao, les enseignants du syndicat national des fonctionnaires des collectivités de la région ont entamé hier une grève de 72 heures. Ils reprochent aux autorités de ne pas avoir donné suite à leurs revendications. Ils réclament des augmentations de la prime de zone et le paiement de 250 000 francs alloués aux fonctionnaires du Nord pendant la crise. En Centrafrique, le bilan des affrontements de la semaine dernière entre ex-Séléka s'est alourdi. 85 morts selon le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide. Le Sénégalais Adama Dieng dénonce des violences dirigées contre les Peuls depuis le 21 novembre. Au moins 80 civils ont été tués et 76 blessés et près de 11 000 personnes ont été déplacés de Bria, ville située à 400 km au nord-est de Bangui, explique Adama Dieng dans un communiqué datant du 25 novembre, mais transmis à l'AFP. Hier seulement, l'agence France Presse souligne que depuis vendredi, aucune actualisation du bilan n'a été fournie. La politique dans les États. En Gambie, ce mardi, dernier jour de campagne, l'élection présidentielle est prévue jeudi. Yaya Jammeh veut un 5e mandat. Il a 2 adversaires, Adama Barrow, candidat de l'opposition, une coalition donc de 9 partis de l'opposition, et Mama Kandé. En Haïti, le vainqueur de la présidentielle est connu. Jovenel Moïse a remporté le scrutin du 20 novembre dernier selon le conseil électoral provisoire. Il a obtenu 55,67% des voix dès le premier tour. Le nouveau président a appelé les Haïtiens à s'unir pour relever le défi. Georges de Tchétchep, merci pour cette page internationale. Bienvenue cher Tidiane Diagne. Merci à vous Antoine Diouf. Et le football en ouverture avec le tournoi de l'UEMOA. Le Sénégal livre cet après-midi son 2e match. Le Sénégal qui peut jouer peut-être sa qualification cet après-midi. Les Lionceaux, leaders de groupe, affrontent à 17h le Bénin. Mais il va falloir montrer un autre visage sur les cams. Victorieux lors de la première journée du tournoi de l'UEMOA 2016, l'équipe junior du Sénégal aura la lourde charge de mettre les bouchées doubles pour conforter son fauteuil de leader de la poule B. Pour y arriver, les Lionceaux devront battre les Béninois qui sont en quête d'une première victoire de la compétition. Le Bénin a perdu lors de la première journée face à la Guinée-Bissau. Les Bissau-Guinéens totalisent le même nombre de points que le Sénégal. Eux aussi visent la première place pour cette 2e journée. Ainsi, les Koto Boys n'ont pas droit à l'erreur face au Bénin cet après-midi, vu que leur sélectionneur disait ne pas reconnaître son équipe lors de la précédente journée. Joseph Koto a magnifié la victoire de ses poulains, mais pour le contenu, il y avait beaucoup de choses à revoir, disait-il lors de la conférence de presse d'après-match. Alors, Ibrahima Niane et compagnie doivent batailler fort pour obtenir leur 2e victoire de la compétition, vu que ce sera la bataille à distance entre le Sénégal et son dauphin, la Guinée-Bissau. Ils visent tous deux la première place avant la bataille finale de la phase de groupe pour la 3e journée. Sodekam à 15h, le Burkina Faso, champion en titre, dos au mur, joue sa survie contre la Guinée-Bissau, co-leader avec le Sénégal. Le pays hôte, le Togo, est d'ores et déjà éliminé de la course, Antoine.
Cher Tidiane, le Sénégal est-il favori à la CAN de football en janvier prochain? Oui, dit Patrick Moment, ancien international camerounais qui séjourne actuellement au Sénégal. Pour le consultant à Canal, il va falloir mériter ce statut, morceau choisi de l'interview qu'il nous a accordé. Le Sénégal se doit d'être considéré comme un favori, au même titre que l'Algérie qui était en tête de ce classement il y a peu. La qualité intrinsèque des joueurs me laisse dire qu'il s'agit d'une des meilleures formations du continent. L'idée maintenant n'est pas de partir avec un statut, mais surtout de l'assumer. Il faudra voir à quel point les joueurs sénégalais, le staff, l'entourage sénégalais sera à même de performer pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Toutefois, je dirais que, ayant été bien accueilli ici, j'aimerais bien que ça aille très loin pour le Sénégal. En tout cas, pour lors des précédentes Coupes d'Afrique des Nations, le Sénégal a été considéré comme tel, comme un favori, mais lors de la compétition, en tout cas... Il n'y a qu'un seul vainqueur. L'Algérie avait été considérée comme favori, n'avait pas réussi. Naguère, la Côte d'Ivoire avait été sous Drogba, dirais-je, considérée comme favori, n'avait pas réussi. Il n'y a, je dirais, que l'Égypte qui a réussi à tenir se rendre favori plusieurs CAN durant. Oui, parfois le favori y arrive, je me reconnais en ça, à une certaine époque, mais il faut aussi accepter que c'est la voie du sport. Favori ne veut pas dire vainqueur à tous les coups. L'important, ce sera de faire une belle compétition, de montrer que le rang de première nation africaine peut être tenu la dragée haute. Après, je connais les insatisfactions des publics africains, et notamment sénégalais en cas d'échec. Mais positivement, voyons d'abord le bon côté des choses. Le Sénégal a des atouts, il faudrait compter sur le Sénégal. Patrick Mbamba sur le Sénégal qui sera à la CAN 2017 au Gabon. Plus de navétanes à la zone 1-2 de l'ODCAV de Dakar. Le sous-préfet de Dakar Plateau en a décidé ainsi pour stopper les scènes de violence à la veille des finales. Sont concernés par cet arrêté préfectoral les Pench de la Gueule-Tapée qui contestent une décision de l'ODCAV en leur défaveur. Nous écoutons le président d'ASC Pench pour de plus amples explications. Ils nous ont gagné sur le terrain. Néanmoins, nous avions introduit une réserve. Cette réserve, la sécurité zonale a statué et nous a donné gain de cause. Fan Résidence a introduit un recours de l'ODCAV sur ce recours pour donner gain de cause à l'ASC Fan Résidence. Mais juste nous voulons fustiger. Donc pour dire que la fraude est là, elle est établie. Puisqu'elle est là, pourquoi donner cette ASC, favoriser la fraude sur des jeunes qui s'entraînent pour faire du sport? C'est pas intéressant. Alors cela a mené à des scènes de violence voilà. Mené à des scènes de violence que nous déplorons avec la dernière énergie. Nous avons tout tenté de retenir les jeunes. Mais vous savez que toutes les ASC sont riverains. Ils vivent côte à côte. Dès que les autres se mettent à huer des fils qui semblent avoir perdu, bon, les échauffourées, on ne pourra pas les contenir. Mais on a tout fait pour retenir ces jeunes. Alors, est-ce que vous avez introduit un recours, disons, auprès de l'ODCAV? L'ODCAV, c'est ça le danger. C'est ça même qu'on dirait une dictature au niveau de l'ODCAV. Dès que la CQRP de l'ODCAV tranche, aucune autre ASC n'a la possibilité, ni la zone n'a la possibilité de faire recours au niveau de l'ODCAV. C'est ce que les textes disent en réalité. Non, c'est pas bon, même si c'est ce que les textes disent, mais en juridiction, on peut toujours aller dans les instances supérieures. On n'a pas le droit de se focaliser sur une seule instance. Il faut préciser qu'on est après en contact avec le président de l'ODCAV de Dakar qui ne voudrait pas, dit-il selon ses propres termes, polémiquer avec ASC Pench. Le handball, les Lions du Sénégal pour continuer sur la même dynamique. Et c'est l'Angola au menu des Lions du handball. La rencontre avec le pays hôte se joue à 18h avec en ligne de mire la première place du groupe A. Hier, les Lions ont battu la République démocratique du Congo sur la marque de 28-22, vice-championne d'Afrique, la RDC, il faut le préciser Antoine. Cher Tidiane Gagne, on poursuit ou bien c'est fini? Oui, c'est déjà fini. Hein. Merci pour cette page des sports. RFM, la chronique du jour. Chronique du jour signée Papa Sambakan. J'avais déjà écrit ma chronique sur le rejet par les hôteliers de la loi portant interdiction de fumer dans les lieux publics, quand l'intervention courageuse de maître Hassimou Touré dans le débat sur la peine de mort m'a interpellé. C'était lors du grand jury de Mamadou Mrakane. Je ne changerai certes pas de sujet,
Mais, chers auditeurs, vous me permettrez d'y revenir à la fin de ce texte. Le syndicat des hôteliers rechigne donc à respecter la loi portant interdiction de fumer dans les lieux publics. Nous ont appris plusieurs quotidiens la semaine dernière. Ce genre d'introduction appelle comme naturellement un genre de transition convenue, comme par exemple, quels sont leurs arguments? Eh bien, ce serait s'engager dans un faux débat. Alors, on reporte cette question après formulation de cette vérité définitive, admise par tout le monde. Dura lex, sed lex. Si la loi est dure et reste la loi, elle doit aussi être la même pour tout le monde. Syndicats, lobbies et autres groupes de pression doivent s'y soumettre, comme tout le monde, justement. Si toutes les lois qui n'arrangeraient pas un groupe devaient faire l'objet de défiance ouverte avant même leur mise en application, il n'y aurait tout simplement pas de loi et donc pas de pays, pas d'État, sûrement pas de tourisme et peut-être pas d'hôtels et d'hôteliers. Sans les lois, point de société organisée et fiable. Cette loi portant interdiction de fumer dans les lieux publics traîne dans les méandres de nos institutions depuis l'époque Diouf, quasiment. Elle a traîné autant que celle interdisant la publicité sur le tabac dans les médias. Toutes deux ont été retardées, bloquées pendant des décennies par le lobby des fabricants de cigarettes, soutenus par des trafiquants d'influence rétribués parmi lesquels des élus véreux, véritables escrocs politiques, prêts à vendre leur mandat pour du gros argent de poche. Ici vient à l'esprit cette parole du défunt président des États-Unis, Harry Truman. Je le cite, « On ne peut pas devenir riche en étant politicien, à moins d'être un escroc. » Il devrait ressusciter et faire un tour en Afrique celui-là, soit dit en passant. Bref. Aujourd'hui, malgré les blocages complaisamment posés sur son chemin, la loi portant interdiction de fumer dans les lieux publics est passée, son décret d'application signé par le président de la République. Il ne reste donc plus que sa mise en application et c'est là que le syndicat des hôteliers entre en jeu. Bien sûr, on ne peut pas faire l'économie de leurs complaintes, parce qu'il s'agit plutôt de cela que d'arguments. En voici quelques-unes. Oui, nous souffrons déjà assez des innombrables problèmes qui affectent le secteur touristique. Déjà, nous avons des problèmes avec la lutte contre le terrorisme, à travers ces contrôles à l'entrée de nos réceptifs qui nous ont obligés à consentir des investissements imprévus. Et là, maintenant, on doit aménager des espaces fumeurs et non-fumeurs dans nos restaurants, nos halles, nos salles de jeux et nightclubs. C'est trop nous demander. En gros, c'est ce qu'ils disent. Mais alors, les non-fumeurs, enfumés à longueur de journée et surtout de soirée dans vos dancing et surtout vos salles de jeu conçues sans fenêtres, voûtes basses, pour confiner et couper des réalités vos clients, devenant ainsi de véritables tabagies, ni de tous les virus. Les fumeurs passifs, comme les spécialistes nomment les non-fumeurs soumis à ces ambiances enfumées, sont, selon toujours les mêmes spécialistes, les victimes les plus exposées aux maladies dues au tabac, plus que les fumeurs eux-mêmes. Parmi les victimes, bien entendu, des employés des hôtels et autres lieux publics de réjouissance. Et cela coûte cher à la communauté entière, la communauté nationale en dépenses de santé publique et à la société plus généralement en décès prématurés. Ce sont eux que le législateur entendait protéger en interdisant la cigarette et assimiler dans les lieux publics. Aucun argent ne vaut d'exposer sciemment la vie des gens à ce risque. Mais surtout, aucune petite économie ne vaut de traiter nos lois comme du toc bon pour être jeté aux orties. Et c'est pourquoi l'État doit se donner les moyens de les faire respecter, après s'être assuré d'en avoir voté de bonnes. Transition confortable, je crois, pour passer à ce débat compliqué sur la peine de mort porté par toutes sortes de malentendus. Je n'en releverai qu'un seul, à l'intention de ceux qui brandissent l'argument religieux, musulman il faut le dire, pour préconiser son application. À leur tête, l'ONG Jamra, qui appelle même à un référendum sur la question. On appliquerait donc la charia sur les seuls meurtres et assassinats, ou bien, n'ai-je rien compris, c'est un référendum sur l'application de la charia qu'on veut. C'est que, dans le cas où seuls les meurtres seraient visés, ce serait une application partielle de la charia, dont l'orthodoxie religieuse ne veut absolument pas, certainement pas. 2% de charia, 10%, je ne crois pas que c'est pour cela que l'on ferait une loi religieuse. Dans le deuxième, je n'ose même pas imaginer une campagne électorale, référendaire, sur le thème « Faut-il ou non appliquer la charia au Sénégal ?» Ce que je suis en train de suggérer, c'est que les partisans de la peine de mort arrêtent avec cet argument religieux. Par les temps qui courent, il est en tout de maniement explosif, pour ainsi dire seulement, croyez-moi sur parole. Total
Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre, vous offre la revue de presse. Total Excellium. La presse du... Meurtre en série, sacrifice humain, vol de sexe, crise cyclique, lance en une le journal Enquête. En page intérieure, le confrère s'explique. Il arrive des moments où c'est tout le Sénégal qui semble être dans le noir. Ces périodes de troubles se succèdent sans aucune explication convaincante et presque sans suite. Crime gratuit, sacrifice, Guinée Maïmouna, vol de sexe, appel mortel. Dans la marche de la société, il y a de ceux qui ressemblent à bien des égards à des épidémies d'hystérie collective. Du déjà vu donc au Sénégal, rien de nouveau sous le soleil, c'est meurtre juste un autre naufrage social. Le confrère semble ce matin dédramatisé. Face au meurtre, Abdoulaye Daouda Diallo et son équipe ne s'avouent pas vaincus, non, il a sa recette, note le journal LAS. Cette recette, c'est la construction de commissariats, le recrutement de policiers et de gendarmes et l'installation de caméras de surveillance. Conclusion de Sud Quotidien, le ministre de l'Intérieur rassure les Sénégalais. En voilà un qui n'aura plus à se plaindre de l'insécurité parce qu'il a rendu le souffle de la vie, victime de malaise dans la file d'attente pour obtenir sa carte d'identité biométrique. Le vieil homme de 88 ans a piqué une cuisse, remarque le quotidien à la préfecture de Guédiawaye. Les populations accusent l'État qui n'a mis qu'une seule commission pour Guédiawaye et Pikine, même si d'autres ont été ouvertes depuis quelques jours dans certaines communes. Il fallait s'y attendre, fulmine un citoyen interrogé par le journal. Chaque jour, des centaines de personnes viennent ici pour déposer et rien qu'une seule personne peut prendre une vingtaine de minutes. Les cartes confectionnées toujours pas disponibles complètent le confrère. La césarienne au Sénégal, galère pour patiente, pain béni pour gynécologue. L'observateur en fait son grand sujet du jour. C'est que relève le journal, la césarienne est devenue un bon filon pour s'en mettre plein les poches. Du coup, les gynécologues obstétriciens qui opèrent dans les cliniques ne perdent plus leur temps pour accoucher les femmes par voie basse, voie naturelle, puisque c'est l'accouchement par voie haute qui rapporte mieux. Les coûts varient entre 500 000 et 900 000 francs CFA. Les praticiens se défendent. Mieux vaut une césarienne abusive que risquer la vue de bébé et maman. La politique, la rencontre Macky et son opposition. Pourquoi le président de la République reçoit finalement son opposition jeudi prochain? Les raisons, écrit l'observateur, c'est l'absence du coordonnateur de Mankouatou Sénégal qui a pris l'avion pour honorer des engagements d'affaires à l'autre bout de la planète. Finalement, la rencontre attendue se déroule donc jeudi en l'absence de Malick Gakou. Sur la table, les questions relatives au fichier électoral. Mais attention, note Vox Populi, l'audience avec Macky installe le malaise dans Mankou. Le choix de 8 membres de la délégation divise. Affaire Karim Wade, Barthélémy Dias, tous ces mangas, ces autres dossiers brûlants sur la table du juge, rappelle pour sa part le journal Walfadjri. Le confrère constate ce mois de décembre que la justice ne va pas chômer, tout va se jouer chez Témis. UEFA 13 ans après leur séparation chirurgicale à Adama et Awa, les Siamoises ont grandi, s'exclamant une le témoin. Retour sur une prouesse médicale du professeur Mamadou Ndoye de l'hôpital Aristide Le Dantec. Elles se portent comme de charmantes disquettes, mais vivent dans une précarité totale. Mais après le défi médical, donc, le défi social. Et puis, à la une de l'Observateur, l'État suspend l'implantation des stations-service à Dakar. Pour l'Association sénégalaise des pétroliers du Sénégal, c'est une mesure unilatérale. L'État veut faire une faveur à Total. Bon lecture à tous. Total Excellium. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre, vous a offert la revue de presse. Total Excellium. La météo avant de vous quitter, un voile nuageux sera noté sur la majeure partie du pays. Un temps relativement doux va persister sur la quasi-totalité du pays avec des pics de température qui ne vont pas excéder les 38 degrés au nord-est du territoire comme Matam. Les visibilités seront généralement bonnes. La fraîcheur matinale sera ressentie sur l'ensemble du pays. Fin de cette édition, voici le rappel des titres. Antoine Diouf. Rencontre Macky Sall, Mankouatou Sénégal. Un des alliés du président de la République est formel. D'après Moustapha Falké, l'exigence de l'opposition qui consiste à récuser le ministre de l'Intérieur
dans l'organisation des élections ne sera pas satisfaite. C'est la France qui a élu Macky Sall et non les Sénégalais. C'est une déclaration du marabout politicien Ahmed Khalifa Niasse. Les opérateurs privés stockeurs demandent à l'État d'apurer leurs dettes avant le 20 décembre prochain, sans quoi les OPS ne pourront pas assurer une bonne campagne de commercialisation de l'arachide. Et puis dans la commune de Ndiagana, où les récoltes ne sont pas du tout bonnes dans beaucoup de villages, le maire de la localité craint une longue période de soudure. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop, à la réalisation Barthélémy Ngom, que vous allez d'ailleurs retrouver à 13h pour la grande édition à Wolof. Tout de suite, le journal de la foire avec El Hadj Daouda Diouf en direct du CICES. Bonjour Daouda, c'est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le mardi 29 novembre 2016 et c'est la 6e journée de la tenue de la foire internationale de Dakar. Le journal de la foire avec Daouda Diouf. Cette journée est dédiée au forum scientifique avec un panel inaugural. Le thème « Place et rôle des partenariats publics-privés dans le développement durable », concept du PPP et introduction aux nouveaux objectifs de développement durable, agenda 2030. Une région à la une, Macoumba Bey nous présente Matam, c'est la région de Ali Bandelnian, entre céréales locales, poterie et sculpture. Vous avez le choix chez mes esclaves polars, n'est-ce pas Macoumba Bey? Au stand de la région de Matam, les produits dérivés du lait de vache font bonne figure. Mamadou Dembacham, le chef de la délégation, nous guide. Des produits laitiers, qui est l'huile végétale, c'est-à-dire l'huile du miro blanc et l'huile pasteurisée. La région s'investit aussi dans la transformation des céréales. On peut trouver de la brisure du riz, on peut trouver de la farine du riz, on peut trouver de la farine du mil, de la brisure aussi du mil, du souna, du sorgho et du maïs. Donc ça c'est les transformations céréalières. Farine de niébé et farine du riz. Ce qui rend manifeste l'identité alpolar est aussi fièrement exposé. Nous avons amené aussi de la cordonnerie qui se trouve là-bas. Avec nous aussi, nous avons amené des parures qui sont issues de l'authenticité, qui sont là. C'est des perles en ambre. Donc, ce sont des produits aussi qui sont typiques à la région, que nous avons amenés. Bon, il y a le tissage aussi que vous voyez. Ce sont des pagnes que nous avons amenés. Et nous avons aussi amené des peintures rupestres, que voici, qui sont sous forme de auvent, qui est utilisé depuis le bout de temps. La sculpture, la teinture et les produits transformés constituent le trépied sur lequel repose le label de Matam. L'économie bleue, vous la connaissez, elle était hier au menu de la journée du ministère de l'économie maritime. Océans et mers nous fournissent poissons entre autres fruits de mer, mais aussi de l'oxygène. Malheureusement, ceux qui sont nourris par la mer l'agressent quotidiennement. D'où le cri de cœur du ministre Oumar Gueye au micro de Macoumba Bey. La problématique de l'économie bleue pour un Sénégal émergent. Vous savez que les océans jouent un rôle extrêmement important. Les océans, c'est 2/3 de la planète. Les océans, c'est également 50% de l'oxygène que nous respirons. Les océans, c'est à peu près 1/3 du CO2 qui est absorbé par les océans. Les océans nous nourrissent également au niveau de l'humanité. Nous consommons beaucoup de produits halieutiques. Les océans nous servent également à transporter beaucoup de marchandises. Au niveau mondial, 90% du commerce mondial est effectué donc au niveau des océans par des bateaux. Et au niveau du Sénégal, c'est 95%. C'est la raison pour laquelle la problématique des océans face au changement climatique nous interpelle. Nous venons de la COP22 à Marrakech. L'acidification des océans, les érosions côtières, la pollution maritime, la surpêche, la pêche illégale non déclarée, non réglementée. Bref, beaucoup de problématiques se posent au niveau de l'océan. C'est la raison pour laquelle l'économie bleue vient à son heure pour qu'il y ait une prise de conscience, pour faire en sorte comment utiliser l'océan pour en tirer le maximum de profit sans trop l'agresser. Oumar Gueye est le ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Vous suivez le journal de la foire et nous sommes à la Esplanade du Pavillon Vert. Foire édition 2016 sur RFM, c'est comme si vous y étiez. Parlons de ce malentendu entre propriétaires de chariots qui offrent le service pour le transport de marchandises et le service Rapidos qui déclare avoir gagné le marché de transport marchandises. La gendarmerie intervient pour arrêter le commerce des chariots, d'où la colère des propriétaires.
nous dit Seydou Nourouba. Deuxième jour de quiproquo entre des jeunes utilisant des chariots pour le transport des bagages jusque dans les pavillons et une société qui dit avoir gagné le marché. Ils sont plus d'une trentaine de jeunes à envahir le stand du groupe Futur Média, leurs chariots déjà confisqués. C'est l'extrême colère. On ne confisque pas le marché là. Ils ont pris les pousse-pousse avec les gendarmes, ils ont embarqué tous les pousse-pousse au niveau de la gendarmerie. Et jusque-là, rien de clair ne leur a été dit. Ils réclament leur marché. Qu'on nous donne le marché qui nous appartient. C'est votre marché là? Moi qui parle avec toi, je suis étudiant. Donc je suis venu ici pour avoir de l'argent. À raison de combien par jour? Bon, des fois tu peux récolter 10 000 francs ou plus par jour avec les chariots. Maintenant, si le rapido prend le marché, tu auras que 5 000 francs ou bien 3 000 francs par jour. C'est pas arrangeant, sincèrement. Et c'est là qu'ils se trompent. Le marché cette année appartient à la société en question, selon ces agents que nous avons trouvés non loin de leur direction, mais difficile d'avoir la réaction d'un de leurs responsables. C'est Nourouba, merci. Je rappelle aux annonceurs que le service commercial du groupe est bien présent à la foire avec des prix très promotionnels. Et pour ce soir, nous vous donnons rendez-vous au podium de la TFM, un concert rap animé par le groupe Akhlou Big Paradise. Ces jeunes talentueux originaires de Mbour vont ouvrir le concert. Il faut dire que Akhlou Big Paradise a fait le tour du Sénégal lors des vacances citoyennes avec... Voilà, jërë ngeen jëf mbokk yi askan wi 199 000 waxtu fegg 171 Ferromobile. Bonne nouvelle, chez Tigo, c'est satisfait et remboursé. Découvrez la nouvelle gamme de téléphones Ferro allant de 6 700 francs à 68 000 francs. Pour tout téléphone acheté, Tigo vous rembourse son prix en bonus internet et crédit. Eh oui, vous avez bien entendu. Achetez un téléphone Ferro et recevez jusqu'à 68 000 francs de bonus crédit et internet. Rendez-vous vite dans nos points de vente Tigo et c'est tous les distributeurs agréés pour profiter de cette offre exceptionnelle. Tous les téléphones Ferro sont garantis 12 mois. Offre soumise à condition. Tigo. Ferromobile, explorez votre monde.